Deuxième partie du cours de la première semaine en traitement thermique. Avant de continuer là où j'en étais rendu sur le PowerPoint, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mentionner les dates prévues pour les trois examens partiels pour la session. Donc, le premier partiel aura lieu le 17 février, donc ça devient quand même assez tôt. Ce que je vous montre là, finalement, là, c'est ce que vous pouvez voir vous-même là, sur le Léa. Donc les dates sont déjà indiquées, c'est ce que je vous montre présentement. 17 février, le premier examen. Ensuite, le deuxième partiel aura lieu le 24 mars et le troisième partiel le 21 avril. Bien entendu, suivi à la toute fin par l'examen théorique synthèse dont l'horaire, les dates ne sont pas encore connues, bien entendu. Je poursuis, là où j'en étais rendu. Je suis en train de faire un petit peu des rappels importants concernant la microstructure des métaux. Je vais rapidement déboucher sur celle spécifiquement concernant les aciers, les alliages fer-carbone. Justement, j'ai commencé à vous expliquer qu'il y a des atomes dans les métaux qui sont assez petits pour se loger dans les interstices, appelés communément les sites. Il y a différents sites lorsqu'on empile des atomes sphériques pour former une maille cristalline. Et généralement, les sites les plus grands sont les sites octaédriques qui sont formés par l'empilement des six atomes que vous voyez là, l'atome central de la maille cristalline représenté, avec l'atome central de la maille voisine et les quatre atomes qui forment les coins de la maille. Au centre de tout ça, ben, il y a de la place, il peut y avoir suffisamment d'espace pour que certains atomes puissent se loger. Voilà. Donc là, on vient de loger un atome de carbone ou un atome étranger assez petit pour occuper le site octaédrique. Il y a le carbone, bien entendu, est capable de se loger dans ces interstices-là lorsque on a affaire à une maille de fer. Mais c'est intéressant de savoir aussi qu'il y a un autre élément qui est capable aussi de se loger dans les sites octaédriques du réseau cubique centré du fer, en l'occurrence le bore. Le bore qui est un élément assez petit aussi. Et il existe des aciers qui contiennent du bore, les aciers communément appelés les aciers au bore, qui remplacent le carbone ou une bonne partie du carbone dans l'acier et qui donnent un durcissement important et qui augmente aussi la trempabilité des aciers. Trempabilité qui est un terme que je vais expliquer éventuellement dans les prochaines semaines, qui est un terme important dans le cours de traitement thermique. Euh, la plupart des atomes qui sont des éléments d'alliage, donc des atomes étrangers qui sont mélangés à la maille principale métallique, la forte majorité sont des atomes dont la taille avoisine celle de la taille des atomes formant la base principale. Donc c'est le cas par exemple du silicium. La présence de silicium dans l'acier, il y a toujours du silicium dans les aciers. Et le silicium, de manière très majoritaire, va tout simplement occuper une position de la maille cristalline, telle qu'elle est représentée sur l'image qui est ici. Donc, ce qui est important de savoir et de tenir compte, c'est que, bien entendu, nous, on s'intéresse aux alliages métalliques parce que ils sont capables de nous offrir de bonnes résistances mécaniques, entre autres. Et les résistances mécaniques des alliages métalliques, elles sont apportées en premier lieu par la présence d'éléments étrangers, communément appelés les éléments d'alliage. Et de manière générale, tant par mise en solution par insertion que par mise en solution par substitution, donc peu importe la manière, il y a un effet de durcissement de la maille cristalline lorsque des éléments de corps étrangers sont insérés dans l'empilement des atomes de la base principale. Donc ça provoque toujours une hausse de la résistance mécanique à la base. Le fer, une exception.
Donc, pourquoi le fer est une exception? Parce que les atomes de fer ne se regroupent pas sous un seul type d'édifice cristallin, ou de maille cristalline, si on veut, dépendamment de la température. Donc, tout dépendant à quelle température le fer se retrouve à l'état solide, les atomes de fer peuvent s'empiler en cubiques à face centrée. C'est le cas si la température du métal est portée en haut de 910 degrés C. Donc, si on a une pièce de fer solide et qu'elle est portée à 910 degrés C, ben, les atomes de fer vont s'organiser, vont s'empiler en cubiques à face centrée. Comme ça. Par contre, si le fer est à une température inférieure à 910 degrés C, ben, à ce moment-là, les atomes de fer vont être empilés en cubiques centrés. Donc, cette possibilité qu'ont certains métaux de pouvoir s'empiler à l'état pur, adopter deux modes d'empilement selon la température, ce caractère-là s'appelle l'allotropie. Donc, on dit que le fer est donc un atome ou un métal allotropique. Parce que lorsqu'il est porté à une température au-dessus de 910, il a un certain réseau, il s'empile selon une certaine façon, et lorsqu'il est porté en bas de 910, il va s'empiler d'une autre manière. Donc, cubique centré, cubique à face centrée. Donc, c'est pas tous les métaux qui ont cette propriété-là. La plupart des métaux ne sont pas allotropiques. Il y en a seulement quelques-uns, 5 ou 6 dans le tableau périodique. Le fer, c'en est un. C'est ce caractère allotropique du fer qui lui permettra, avec le carbone, d'atteindre de très grandes résistances mécaniques lors des traitements thermiques. Donc voyez-vous, là, depuis le début du cours, depuis surtout uniquement dans la première capsule, et là, je suis ici dans la deuxième capsule, et là, il y a un élément nouveau que je viens de mentionner, que vous ne, en principe, que vous n'avez pas appris pendant votre cours d'alliage ferreux, c'est que on peut exploiter le caractère allotropique du fer en combinaison avec la présence d'atomes de carbone, voire même d'éléments d'alliage, pour que lors d'un traitement thermique, lors d'une opération de chauffage suivie d'un refroidissement, on puisse obtenir un gain de résistance très important. Donc, la possibilité de faire changer le réseau cristallin, le type d'empilement, ça permet à l'acier de durcir de manière très importante. Les aciers peuvent être très résistants mécaniquement, en bonne partie du fait qu'ils sont allotropiques, que le fer est allotropique. Donc, même à la base, là, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles, par exemple, dans l'ensemble, les alliages d'aluminium, on connaît bien les alliages d'aluminium, on les a étudiés à la session précédente. Pourquoi que les alliages d'aluminium, même les plus résistants, sont beaucoup moins résistants que les aciers qui sont résistants? Il y a deux raisons à ça. C'est que, de manière générale, les métaux cubiques à face centrée sont plus mous. Donc, l'aluminium étant un métal à cubique face centrée, ça limite à la base sa résistance mécanique, mais du fait aussi qu'il n'est pas allotropique, ça limite aussi la possibilité de durcir l'aluminium. Le fer n'a pas cet inconvénient-là. Donc le fer, il est cubique centré, donc il est un peu plus dur à la base que l'aluminium, mais il est allotropique aussi. Il peut changer de réseau d'empilement. Donc, c'est ce qui va permettre là, de durcir l'acier. Là, c'est certain que maintenant, je vais juste vous dire ça, là, mais vous avez loin d'avoir toutes les explications et les réponses. Mais ce qu'il faut se rappeler pour tout de suite, c'est que le caractère allotropique du fer va ouvrir la porte, si on veut, à un durcissement très important de la part du fer, justement, et donc des aciers. Donc, le fer, lorsqu'il est empilé en cubique centré, avec une présence de carbone, d'atomes de carbone insérés dans les sites octaédriques, tels que représentés sur l'image,
Bien, il y a un nom que l'on donne à cette structure-là, à cette configuration-là, c'est la ferrite. Ça, vous avez appris ça en alliage ferreux. Donc, lorsque le fer est empilé en cubique centré et le carbone est dissous dans la structure cubique centrée dans les sites octaédriques, ça porte le nom de ferrite. Donc, et la ferrite, en termes de quantité de carbone, c'est très peu concentré en carbone. Là. Vous voyez, 0,008%. Donc, c'est très très peu. Il n'y a pas beaucoup de carbone qu'on va retrouver inséré de cette manière-là par insertion dans un volume de ferrite. C'est très peu. Il y a une raison à ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc, ça, c'est la ferrite. C'est la structure la plus molle de l'acier. Malgré que c'est relatif, là, on pourrait même peut-être dire que c'est une autre structure là, qui peut être plus mou que la ferrite, mais à l'ambiance, c'est la plus molle lorsqu'un acier est à l'ambiance. La ferrite, cubique centré, stable à température ambiante, avec une très faible solubilité en carbone, max 0,008% à température ambiante. Ça, c'est une métallographie que vous voyez à l'écran de ferrite. Donc, c'est un acier très très peu concentré en carbone, de sorte qu'on l'acier il est monophasé, c'est-à-dire qu'on voit uniquement de la ferrite et on est en mesure de voir, bien entendu, les joints de grains qui délimitent les différents grains de ferrite. Ça a une faible résistance et faible dureté, la ferrite. Donc c'est mou, 80 à 100 microvécus, tout dépendant de la teneur en carbone mélangée dans la ferrite. Donc ça, c'est en bas de 20 Rockwell-C. C'est ductile, c'est magnétique et fragile à basse température. Les réseaux cubiques centrés sont portés à être plus fragiles à basse température. Apparence en métallographie, comme je viens de l'expliquer, c'est des grains blancs, donc avec les joints de grains. On la retrouve quasiment pure, donc à 100% dans les aciers à très bas carbone. Donc le 10-10 par exemple, en bas de 0,1% de carbone, on a pratiquement que de la ferrite. Euh, et de 100 à 0% dans les autres types d'acier. Donc plus on ajoute du carbone dans l'acier, bien entendu, moins la ferrite va être présente. Et il y a la perlite aussi, que je vais définir tout à l'heure. Donc on retrouve de la ferrite aussi dans la perlite. Bien entendu, c'est un mélange la perlite étant un mélange de ferrite et de ce qu'on va voir tout à l'heure, un carbure de fer. La ferrite peut être alliée au chrome et au nickel dans les aciers inoxydables, ferritiques et austénitiques aussi. Ce que vous avez ici, c'est le réseau cubique à face centrée du fer. Lorsque le fer est apporté à très haute température, là j'ai mis ici deux atomes de carbone pour montrer que on peut le fer, lorsqu'il est empilé de cette façon-là, est capable de dissoudre plus de carbone que le réseau cubique centré. Donc cette configuration-là, ça s'appelle de l'austénite. Donc on peut dissoudre, et vous voyez là, c'est beaucoup plus important, là, des milliers de fois plus important. 2,1% maximum de carbone que l'austénite peut accueillir dissous dans la matrice, c'est-à-dire inséré dans les sites octaédriques. C'est une structure molle aussi. Je pourrais même dire qu'elle est plus molle que la ferrite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un atome de carbone qui est inséré dans un site octaédrique du réseau cubique à face centrée du fer, donc l'austenite. Donc vous reconnaissez là, les atomes de carbone là, qui sont placés là, à leurs endroits là, pour faire en sorte d'avoir une structure cubique face centrée. Et dans le cas des réseaux cubiques face centrés, quand on observe une maille, là, on se rend compte que le site octaédrique est en plein milieu de la boîte. Et j'ai placé un atome de carbone ici pour représenter la position d'un atome de carbone qui occupe le site octaédrique en question. Donc le site, l'octaèdre, qui est mis en évidence sur l'image, là, et bien lui, il est délimité par 6 atomes, bien entendu. Il est délimité par les 6 atomes des correspondants aux 6 qui sont positionnés au centre des 6 faces du cube. Donc, bien entendu, lorsqu'on empile ensemble ces 6 atomes-là, qui sont en contact l'un avec les autres,
ben, au centre, on génère un site, un espacement, et il pourrait y avoir un atome de carbone qui puisse être capable de se loger. Et justement, ce qui était très, très, très important de comprendre ici, de se souvenir, c'est que lorsque les atomes de fer sont empilés en cubiques à face centrée, tel que représenté sur l'image, ça génère un site au centre de la boîte, et le site, il est plus grand que le diamètre de l'atome de carbone. Donc le diamètre de l'atome de carbone, autrement dit, à l'inverse, là, il est plus petit que la taille du site octaédrique. Contrairement au réseau cubique centré, pour lequel le site octaédrique était légèrement plus petit que le diamètre de l'atome de carbone. Donc ici, on a la situation inverse. Et ça, c'est d'une importance capitale pour comprendre un petit peu la suite de ce qui va venir au niveau théorique. C'est la raison pour laquelle la solubilité du carbone dans l'austenite est beaucoup plus élevée. Donc, on a vu 2,1% maximum, là, tout dépendant de la température. C'est autour de 723 qu'on va atteindre ce 2,1% maximum de solubilité-là, selon le diagramme d'équilibre. Donc, la raison pour laquelle l'austenite, c'est-à-dire lorsque les atomes sont empilés en cubique à face centrée, dissout beaucoup plus de carbone, ben, c'est que le site est plus grand que le diamètre de l'atome de carbone. Donc, c'est beaucoup plus facile pour l'atome de carbone de se loger dans les sites octaédriques du réseau cubique face centré que dans les sites octaédriques du réseau cubique centré. Donc, dans les sites du réseau cubique face centré, tel que représenté à l'écran, étant donné que le site est plus grand que le diamètre de l'atome de carbone, le carbone n'a pas à pousser les 6 atomes autour de lui pour se faire une place. Donc, c'est ce qui explique la plus grande solubilité de l'austenite. Ça, je vais expliquer ça un petit peu plus loin là, par rapport à la ferrite. Qu'est-ce qui explique de manière plus fondamentale encore la différence de solubilité entre la ferrite et l'austenite pour le carbone. Encore concernant l'austenite, quelques autres informations. Donc, communément appelé le cubique à face centrée, stable à haute température, avec une solubilité de carbone allant jusqu'à 2,05% à 1147 degrés C. Donc, tantôt, j'avais dit, je me suis trompé, c'est pas 723, mais bel et bien 1147 degrés C, où on va atteindre cette limite maximum autour de 2,1-2,05%. L'austenite, ben, c'est des phases qu'on trouve dans l'acier. On la retrouve à l'ambiante alliée dans tous les aciers chauffés dans leur zone austenitisation. Donc, pas à l'ambiante, mais chauffé. On va toujours réussir à faire apparaître de l'austenite, sauf exception. Et la température à atteindre pour l'austenite va dépendre de la composition chimique, de la présence d'autres éléments d'alliage. À l'ambiante et en dessous, dans les aciers inox austenitiques et certains aciers fortement alliés, comme les aciers Hadfield par exemple. Donc, les aciers à température ambiante peuvent être austenitiques. Il y en a deux principales catégories. Il y a les aciers fortement alliés Hadfield. Et il y a une autre classe aussi d'acier qui s'appelle les aciers inox austenitiques aussi, dans lesquels on va retrouver aussi l'acier, l'austenite à la température ambiante. Il y a aussi l'austenite résiduelle présente après la trempe dans les aciers. Mais ça, c'est un concept qu'on va voir dans plusieurs semaines. L'austenite résiduelle, en quoi ça consiste et dans quelles circonstances elle va apparaître dans l'acier. Donc, sa structure, donc, dans les aciers inox et les aciers Hadfield, donc l'austenite, elle est ductile, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est non magnétique, elle est moyennement résistante et de dureté 30 requelcé à cause de l'ajout de 18% de chrome et 8% de nickel dans les inox. Lorsque l'acier est à l'état austenitique, il a une beaucoup plus grande résistance au choc à basse température que le réseau cubique centré. Lorsqu'on fait une métallographie sur un acier contenant des grains uniquement austenitiques, on va voir à peu près la même chose que lorsqu'on regarde un acier qui est constitué uniquement de grains ferritiques. Donc, on va voir des grains blancs délimités par des joints de grains. Donc, c'est sûr qu'en métallographie, au niveau couleur, au niveau teinte, là, il n'y a pas de différence entre la ferrite et l'austenite. Donc, en métallographie, là, c'est
Les teintes sont générées par la quantité de lumière qui réfléchit sur la surface polie du métal. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour un acier austénitique ou ferritique, contenant uniquement de l'austénite ou contenant uniquement que de la ferrite, on verra pratiquement pas de différence entre les deux métallographies parce que dans les deux cas, la lumière est réfléchie parfaitement et on a au niveau visuel la même apparence, le même résultat. Donc, ce que vous voyez à l'image ici, c'est une métallographie d'un acier inoxydable, un alliage 316 contenant une forte présence de nickel et de chrome. La cémentite, que vous avez aussi vue dans votre cours d'alliage ferreux l'an dernier, qui est le nom que l'on donne au carbure de fer. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque vous faites côtoyer ensemble des atomes de fer et de carbone, ces deux aciers-là sont incités à former ensemble des liaisons covalentes ioniques. J'ai marqué liaison covalente, là, mais il y a un caractère ionique aux liaisons dans le carbone-fer. Et ce pour finalement répondre à des lois de chimie qui veut que les atomes tentent de compléter leur dernière couche électronique, ce qui les incite finalement à faire des réactions chimiques avec d'autres éléments et donc former ce qu'on appelle des molécules. Donc, dans l'acier, il y a une forte tendance à ce que le fer et le carbone puissent réagir chimiquement ensemble, partager des électrons et créer des liens assez solides pour former ce qu'on appelle du carbure de fer. Donc, c'est pas. Tantôt on a parlé que du fait que dans certaines situations, le carbone, il est capable de se dissoudre dans les sites. On a vu que dans l'austénite, l'austénite est capable de dissoudre ou d'accepter, si on veut, du carbone dans les sites octaédriques, une quantité très importante, ce que n'est pas capable de faire la ferrite. La ferrite est capable d'accepter une quantité très très limitée de carbone dans les sites octaédriques. Donc, si un acier contient une certaine quantité de carbone, qui dépasse largement la quantité que la ferrite est capable d'accepter, que va devenir le carbone restant, qui peut représenter très souvent une très forte majorité? Ben, c'est là que le carbone va réagir avec trois atomes de fer à côté de lui et faire un lien chimique. Donc, c'est pas une insertion, il fait une réaction chimique. Il échange des électrons. Donc là, on ne peut plus parler de mise en solution ou de carbone inséré dans la matrice métallique. Là, on va parler vraiment d'une molécule qui est mélangée à la matrice de fer. Donc ces molécules de carbure de fer vont s'associer entre elles. Donc ça va faire des réseaux de carbure de fer. Et on va appeler ça de la cémentite. La molécule de cémentite est constituée de trois atomes de fer et d'un atome de carbone. Donc la formule chimique étant donc Fe3C. Et là, j'ai représenté ici par un petit dessin là, à quoi ressemblerait une molécule de carbure de fer. Ben, vous voyez ici là, trois atomes de fer avec un atome de carbone représenté en bleu. Et c'est donc une molécule en forme de pyramide à base triangle. Le carbone est peu soluble dans la ferrite. Donc, ça, on l'a déjà dit, là, maximum 0,008% à 25 degrés C. Donc, la très forte majorité du carbone, donc s'imagine, mettons, si on pense à un carbone contenant 0,4%, bien, on voyait la différence entre 0,4 et 0,008. Ça veut dire que la très, très forte majorité du carbone va participer à faire du carbure de fer. Donc, la métallographie que vous voyez à droite, c'est une métallographie qui a une certaine présence de carbure de fer. Elle est évidente dans certains aciers à forte teneur en carbone, ce qu'on appelle les aciers hypereutectoïdes. Elle est plus large et elle a tendance à, tout dépendant du traitement thermique que l'acier a reçu, notamment lors des recuits, la cémentite a tendance à se former dans les joints de grains.
de l'acier. Donc on voit là, vous êtes en mesure de voir un réseau linéaire blanc, comme des chemins, comme des routes là, blancs qui passent à travers. Ici on en voit une qui passe à travers ce qui a l'air être un grain de perlite. Ben ça c'est un réseau de cémentite. Il se forme généralement en joint de grain. C'est de cette façon-là qu'on peut être capable, qu'on est le mieux capable de mettre en évidence la cémentite dans l'acier. Sinon, il faut, lorsqu'on regarde la perlite, ben, on comprend qu'il y a de la cémentite dans la perlite. La perlite, je vais la définir tout à l'heure, mais elle est beaucoup moins facile à faire ressortir et à distinguer lorsque la cémentite est mélangée à la perlite. La cémentite, c'est une phase d'équilibre de l'acier. Donc, elle apparaît là, d'autant plus facilement quand que l'acier a été refroidi lentement, c'est-à-dire à partir d'une haute température, en l'occurrence à partir de l'austenite. Ce qui est très important de se rappeler, c'est que la cémentite, étant une molécule, étant un carbure, ben, elle est beaucoup plus dure que le réseau métallique, que ce soit l'austenite ou la ferrite, dureté donc très élevée. Le carbure de fer peut atteindre des duretés d'autour de 1200 Vickers. Donc c'est très haut, un carbure. Par contre, du fait que le carbure de fer, ben, ce sont des liens chimiques directionnels qui ne permettent aucun déplacement d'atomes les uns par rapport aux autres, contrairement au réseau métallique, ben, ça fait que la résistance au choc, elle est vraiment très faible. Donc, c'est très dur, le carbure de fer, mais c'est pas du tout ductile. Donc, c'est fragile. Apparence en métallographie. Donc, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, là, entre autres, grains blancs clairs de géométrie allongée que vous voyez sur la métallographie. Donc, ils sont là. Donc, ça, c'est de la cémentite. La perlite, maintenant. Donc, qu'est-ce que la perlite? Ben, lorsqu'il y a suffisamment de carbone dans l'acier, et que, bon, puis dépassant pas, ben oui, ça peut dépasser un certain seuil, donc même, il faut au moins dépasser 0,08% de carbone pour commencer à la percevoir en métallographie. Donc, le carbure de fer et la ferrite dans l'acier se retrouvent mélangés ensemble dans certains grains sous forme de couches superposées ou communément appelées aussi des lamelles. Donc, le mélange ferrite-cémentite en couches superposées, ça s'appelle de la perlite. Donc, vous voyez une métallographie, là, celle du haut, où on voit uniquement la présence de perlite. On la distingue très bien parce que ça ressemble à des lanières ou on a l'impression de regarder la peau d'un tigre. On voit une succession de zones foncées et pâles. Donc, on en déduit la présence là, de deux phases complètement différentes, en l'occurrence la ferrite et la cémentite, qui ne réagissent pas de la même façon lorsqu'ils sont exposés au nital, au réactif d'attaque. Donc, c'est ce qui permet, c'est ce qui génère, autrement dit, la différence d'apparence ou de teinte. Donc, zone pâle versus zone plus foncée. Ou, si on peut dire, zone moins attaquée par le nital avec zone plus attaquée par le nital. Donc, lorsqu'on envoie une lumière là-dessus, ben, ça fait des effets d'ombre et de lumière. Euh, donc, c'est ce qui nous permet de déduire la présence de perlite. L'image du haut, comme j'avais commencé à dire, on ne voit que de la perlite. Donc, c'est justement la métallographie d'un acier contenant 0,8% de carbone qui va ne générer que de la perlite dans la microstructure. Il n'y aura pas autre chose. À l'inverse, si l'acier contient moins de carbone, donc par exemple à 0,3, ben on voit que la perlite est moins présente. Là. Les grains foncés ne sont pas uniquement, on n'a pas, on n'est pas témoin uniquement de grains tigrés, si on veut, mais il y a aussi des grains blancs qui correspondent bien entendu à la ferrite.
La perlite a une résistance moyenne, donc plus élevée que la ferrite pure ou l'austenite pure, mais plus faible que la cémentite seule. Donc le mélange ferrite-cémentite offre une résistance mécanique qui est à peu près entre les deux. Ce qui est important de se rappeler, c'est que plus l'acier contient de carbone, plus la perlite est présente dans l'acier. Donc on le voit bien à travers les métallographies. Donc la perlite est plus présente à 0.8 puis elle l'est moins à 0.3. La raison est toute simple, c'est parce que ça prend du carbone pour faire de la perlite. Ça prend du carbone pour faire de la cémentite. Et ça prend de la cémentite pour faire de la perlite. Donc s'il y a moins de carbone dans l'acier, ben, il va y avoir moins de cémentite et donc moins de perlite et plus de ferrite. Donc dureté moyenne aussi. La dureté, ça vient avec la résistance. Apparence en métallographie, ben, c'est comme je l'ai expliqué. C'est des grains d'apparence foncée et, disons, tigrés, si on veut dire. Donc, l'alternance de zones pâles et de zones foncées. Donc, vous les voyez, là, vous les distinguez très très bien là, sur chacune des deux métallographies qui sont présentées à l'écran. Donc, en résumé, les phases à l'équilibre de l'acier sont la ferrite, petite quantité de carbone, maximum 0,008% dissous dans le fer cubique centré, comme ça. C'est la structure la plus molle. Ensuite, il y a l'austenite, quantité de carbone qui peut aller jusqu'à 2,1 maximum, donc beaucoup plus important, dissous dans le fer gamma cubique à face centrée, comme ça. Donc là, j'ai mis plus d'atomes de carbone là, pour illustrer le fait que l'austenite est capable d'en contenir plus que la ferrite en solution, en insertion. Ensuite, il y a l'autre phase d'équilibre importante, la cémentite. C'est une molécule de fer et de carbone. Voilà. C'est la structure la plus dure, si on veut, dans l'acier. Et finalement, la perlite, qui est un mélange de ferrite et de cémentite en lamelles. Voilà. Maintenant, pour poursuivre, on va aller faire un petit retour sur un outil très important en métallurgie, en l'occurrence les diagrammes d'équilibre. Donc, vous avez étudié le diagramme d'équilibre fer-carbone dans votre cours d'alliage ferreux. Donc, il vaut la peine et il serait important ici de aller faire un petit retour là-dessus, histoire de se rafraîchir la mémoire sur l'interprétation du diagramme d'équilibre fer-carbone. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ça rappelle de mauvais souvenirs ou de meilleurs souvenirs, c'est selon. N'en demeure pas moins que c'est quand même assez fondamental, même dans le cours de traitement thermique, d'être familier et de bien comprendre le diagramme d'équilibre fer-carbone. Donc le diagramme, ben, il a été développé au début du 20e siècle, fer-carbone, pour mieux étudier l'acier et mieux développer les aciers, mieux les comprendre. Donc ces diagrammes cartographient les zones de stabilité des phases dans un système d'alliage. L'axe des Y, c'est les températures. Dans le diagramme qui est présenté à l'écran, elles sont en degrés Celsius. Et puis, il y a l'axe des X qui correspond à la composition chimique, c'est-à-dire la teneur en carbone, en pourcentage massique généralement. Il existe des diagrammes qui, eux, vont exprimer la quantité de carbone en pourcentage atomique, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Habituellement, c'est exprimé en pourcentage massique. Oui, avant d'aller plus loin, le diagramme d'équilibre que je vous montre, là, c'est le diagramme général fer-carbone. Donc, il s'étend de 0 à 7% de carbone. Puis pour toutes les températures là, allant de... Bon, ici, c'est sûr que ça ne part pas à l'ambiance, là, ça débute à 500, mais ça va jusqu'au point de fusion, là, même au-delà. Donc, ça s'étend, là, ça concerne tous les alliages fer-carbone, donc tant les aciers que les fontes. Donc, vous avez le domaine des aciers en bleu. Donc, par définition, les aciers, là, c'est pas dépassé 2%, même que c'est très très rare que ça dépasse 1,5%. Et par définition, les fontes, ben, c'est autour de 2%, ça peut aller jusqu'à 6,5% de carbone environ. Ça, c'est le domaine des fontes.
Dans le cours de traitement thermique, là, on va presque uniquement s'intéresser aux aciers. Ce qui fait que dans le traitement thermique, on peut donc on peut donc tronquer le diagramme d'équilibre et travailler uniquement dans la zone concernée par les aciers. Donc, ce que ça nous amène finalement à l'image que vous voyez ici, là, qu'on vient de beaucoup de simplifier un petit peu le diagramme d'équilibre. Dans le fond, ce qu'on vient de faire, c'est on se concentre sur une zone du diagramme d'équilibre fer-carbone. La zone relative aux aciers, vous voyez, ça va de 0 jusqu'à 1,4% de carbone. Et même que on couvre pas toutes les gammes de température, là, on se concentre uniquement aux zones autour du ce qu'on appelle le point eutectoïde. Donc, vous voyez là que vous avez ce que vous voyez sur le diagramme, il y a des solvus, en l'occurrence la ligne horizontale au milieu du diagramme, appelée communément ou identifiée généralement par A1, c'est la ligne eutectoïde qu'on appelle. Si l'acier contient uniquement du carbone, cette ligne-là va être positionnée à une température d'exactement 723 degrés C. Vous avez deux solvus, deux autres, respectivement A3, qui est le solvus qui est oblique là, à gauche, et le solvus ACM ou AM, tout dépendant de la littérature. On va soit utiliser le mot l'identification AM ou ACM, qui est le solvus qui est à droite en montant. Donc, ce qui est important lorsqu'on explique un diagramme d'équilibre, là, il y a manière de rendre ça beaucoup plus simple qu'il n'y en a l'air. Là. Ce qu'il faut, il s'agit de se rappeler de certains principes de base concernant le diagramme d'équilibre, comme par exemple le premier qu'il faut se rappeler, c'est que il y a toujours des zones monophasées dans les diagrammes d'équilibre, c'est-à-dire des zones qui représentent une situation où dans le métal il y a une seule phase présente. Et ici, dans l'image que vous voyez, il y a deux zones qui correspondent il y a deux zones qui sont dites monophasées. Il y a la zone en haut, qui est l'austenite, donc tout dépendant de la teneur en carbone et de la température. Donc, si vous vous retrouvez dans la zone identifiée comme austenite, ça veut dire que dans le métal, on a uniquement, tous les atomes de fer sont empilés en cubique face centrée et tout le carbone est dissous dans les différents sites octaédriques dans tout le volume du métal. Donc on est en situation monophasée. Il y a une seule phase, une seule situation. Vous en avez une autre dans le diagramme qui est tout à fait à gauche, qui est beaucoup plus petite par contre, qui est la zone monophasée ferritique, la ferrite, alpha. Donc je vous rappelle que le symbole grec utilisé pour identifier la ferrite, c'est la lettre grecque alpha, tandis que pour l'austenite, c'est la lettre grecque gamma. Donc, vous n'avez une autre zone monophasée là, qui est coincée là, et qui est tout à fait, qui est assez restreinte là, et qui concerne que les très faibles taux en carbone que vous voyez ici. Donc, la ferrite monophasée. Et les autres zones, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les diagrammes d'équilibre, ça arrive jamais ça que des zones monophasées partagent ensemble une même frontière. Faut automatiquement qu'elles soient séparées par des zones constituées des deux phases qu'elles séparent. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une zone biphasée, qui est la zone triangle, le triangle, là, l'espèce de triangle que vous voyez qui est identifié comme étant ferrite plus austenite. Donc ça, c'est une zone biphasée. Quand on est là-dedans, ça veut dire que en fonction de la teneur en carbone et de la température, si vous vous retrouvez dans le triangle, vous avez à la fois, à l'équilibre, présence de grains cubiques centrés, avec très peu de carbone de dissous, et d'autres grains qui, eux, dans lesquels les atomes de fer vont être empilés en cubiques à face centrée et dans lesquels le carbone va être entièrement dissous, qui va avoir plus de carbone. Dans les deux cas, le carbone va être dissous. Il va y en avoir très peu dans le ferrite, mais beaucoup plus dans l'austenite. Donc, on a deux phases différentes qui coexistent dans le métal. Donc, on est en situation biphasée. Vous en avez une autre situation biphasée à droite, donc une zone correspondant à la présence à la fois d'austenite et cette fois-ci de carbure de fer ou de cémentite.
Où, donc, l'acier, à l'intérieur de l'acier, va cohabiter ensemble de l'austenite et de la cémentite. Et puis, il y a une troisième zone biphasée qui est en bas, c'est la partie inférieure du diagramme, où on a à la fois présence de l'autre possibilité, c'est-à-dire ferrite et cémentite. Donc, ça, c'est la façon que je préfère pour expliquer le diagramme d'équilibre. Ça permet de bien comprendre. Il s'agit de se rappeler qu'il y a des zones monophasées et que les zones monophasées sont toujours séparées par des zones biphasées. Donc, et les zones monophasées, par contre, vont pouvoir se toucher. Ils se touchent en un point, comme par exemple l'austenite pur à 100% va toucher à 0,8% de carbone et 723 degrés C, il va toucher ponctuellement la zone de la perlite, mais pas partager une frontière. Ce qu'il faut noter, c'est que si vous suivez la ligne, le solvus A3, lorsque le fer est pur, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de carbone, la ligne de transformation est à 910 degrés C. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous avez du fer pur, que vous le chauffez, il faut atteindre, comme on l'a vu plus tôt dans la présentation, il faut atteindre 910 degrés C pour provoquer la réaction ou le changement allotropique, c'est-à-dire l'empilement, la réorganisation des atomes de cubique centré à cubique à face centrée. Mais on remarque que si on ajoute du carbone, comme par exemple si maintenant j'en ajoute pour en avoir 0,2, ben, si on va lire à 0,2, ben on remarque que la température pour laquelle la transformation allotropique va avoir lieu, elle est plus basse. Donc elle s'est abaissée autour de 870 degrés C dans le cas de 0,2 carbone. Donc lorsqu'on ajoute du carbone au fer, on rabaisse la température de transformation allotropique. Et on atteint le minimum à 0,8% de carbone environ, donc pour atteindre la température de 723. Voilà. La solubilité du carbone, elle est totale dans l'austenite, toujours. Donc c'est 2% maximum. Donc à chaque fois que vous avez un acier, là, peu importe lequel, quand on le porte à haute température, quand il y a de l'austenite dans l'acier en question, le carbone est entièrement dissous. Sauf une situation où ce que le carbone dépasse un certain seuil, d'où la présence de la phase biphasée austenite plus cémentite à droite du diagramme. Donc la solubilité du carbone est de 0,022% à 723 et elle est de 0,008% à 25 degrés C dans la ferrite. Donc là, je remets encore, mais de manière encore plus évidente, là, le diagramme d'équilibre dans le domaine des aciers. Donc la lettre grecque alpha, c'est désigné pour identifier la ferrite. La lettre grecque gamma a été désignée pour identifier l'austenite. Donc vous avez la ferrite qui est ici. L'austenite, cubique face centrée. En bleu, ben, c'est la présence à la fois de ferrite et de cémentite. Voilà. Donc 723 degrés C, température eutectoïde. Donc considérant au départ un acier contenant 0,8% de carbone à l'équilibre et à la température ambiante. Si on chauffe cet acier au-delà de la température eutectoïde de 723, deux phénomènes se produisent. Donc au départ, on a un acier qui contient 0,8% de carbone, dont on voit la métallographie à travers, là, à l'intérieur du diagramme d'équilibre, en bas. Donc, vous reconnaissez ce qu'on avait vu tantôt comme étant une structure uniquement constituée de perlite. C'est ce qu'on va avoir lorsqu'un acier 0,8% de carbone est en équilibre. Et si on prend cet acier-là et on monte sa température, telle que l'indique la flèche rouge, et on dépasse 723 degrés C pour atteindre une température dans laquelle qui va nous permettre de faire apparaître l'austenite à l'équilibre. Ce qui arrive, c'est que la cémentite, qui est au départ présente, ben, les atomes de carbone et de fer vont rompre leur liaison. Donc la cémentite va se décomposer.
les atomes de carbone libérés de la cémentite vont diffuser entre les atomes de fer pour se répartir uniformément. Et il va y avoir ensuite transformation allotropique, c'est-à-dire que la ferrite ou les atomes de fer empilés en cubiques centrés vont se bouger un peu entre eux et se réorganiser en cubiques à face centrée. Et les atomes de carbone, qui pour la plupart, au départ, étaient associés avec des atomes de fer sous forme de molécules pour former le carbure de fer, et après la décomposition du carbure de fer, voyant qu'il y a des sites octaédriques très confortables qui apparaissent par l'empilement cubique face centré du fer, mais ces atomes de carbone-là vont diffuser et aller se trouver un petit nid douillet ou une maison dans un site octaédrique protégé par 6 atomes de fer tout autour d'eux. Donc, voyez la réaction qui a lieu, là, ferrite plus cémentite, qui se transforme en austenite. Donc, on appelle ça la mise en solution complète du carbone dans l'austenite, ce phénomène-là, à haute température. Donc, tout le carbone de l'acier est alors en solution complète par insertion, tel que représenté sur l'image, dans les sites octaédriques du réseau cubique face centré. Et pourquoi c'est important de considérer cette situation-là? Parce que c'est le point de départ pour les traitements thermiques des aciers. Pour qu'un acier puisse avoir une dureté très très grande, il faut qu'au départ, on ait cette situation-là, c'est-à-dire de l'austenite et tout le carbone en solution. Sa structure apparaîtra peu importe l'état initial de l'acier avant le chauffage. Donc, peu importe l'état initial de l'acier, à chaque fois que vous montez dans l'austenite à température élevée et que selon le diagramme d'équilibre, vous êtes dans la phase, dans la zone monophasée, peu importe l'état initial de l'acier, c'est toujours cette situation-là que vous allez finir par faire apparaître. Température étoctéide, 723 degrés C. Donc, pour les aciers contenant moins de carbone, il faut chauffer davantage, car le solvus A3, délimitant la zone monophasée 100% austenite, et la zone biphasée austenite plus ferrite, s'élève à des températures plus élevées pour des teneurs en carbone plus faibles que 0,8. Donc, vous voyez, dans le cas d'un acier contenant 0,8% de carbone, il suffisait de chauffer en haut de 723 pour décomposer complètement la cémentite et transformer la ferrite en austenite. Mais lorsqu'on rabaisse le taux de carbone, donc si on considère des aciers à plus faible taux de carbone, on se rend compte que pour atteindre la zone monophasée austenitique, il faut chauffer davantage parce que le solvus A3, la température du solvus grimpe avec la teneur en carbone qui diminue. Donc si on veut avoir que de l'austenite, il faut chauffer plus, d'autant si le taux de carbone est plus bas. C'est ça que ça veut dire. Et voilà. Donc, vous voyez, un acier eutectoïde au départ, c'est-à-dire, vous voyez, un acier 0,8% de carbone. Ici, vous avez la métallographie d'un acier contenant moins de carbone, donc autour de 0,4 peut-être. Et on se rend compte que pour aller dans l'austenite, il faut monter la température plus haute. Mécanisme de diffusion du carbone. L'atome de carbone est capable de diffuser dans le métal, mais à condition que le métal soit à une température suffisamment élevée. Donc, autrement dit, là, vous voyez ici, l'atome de carbone, si c'est possible, va être capable de quitter un site octaédrique et aller sur un autre site octaédrique voisin, et ainsi de suite. Comment il réussit à faire ça? Parce qu'au départ, visuellement, on se rend compte que, coudonc, il passe à travers les atomes de fer. Mais non. Étant donné sa petite taille par rapport aux atomes de fer, l'atome de carbone peut être capable de se déplacer d'un site octaédrique à l'autre, à travers le réseau cubique à face centrée du fer. Donc c'est possible pour l'atome de carbone de diffuser et de voyager à travers le réseau cristallin. Donc, vous voyez ici, au départ, on a un atome de carbone qui est dissous. Vous voyez ici que les atomes de fer dans l'image centrale, on dirait qu'ils ont quitté leur position respective pour déformer le cube.
Et puis là, dans l'image suivante à droite, on se rend compte que l'atome de carbone, ben, il s'est déplacé. L'atome de carbone a profité du fait que les atomes de fer ont quitté leur position pour se distancer les uns les autres, si on veut. Et l'atome de carbone en a profité pour changer de site. Qu'est-ce que je viens de montrer là comme phénomène? C'est que pour permettre cette diffusion du carbone, tel que je viens de vous le montrer avec les images en bas, il est obligatoire que les atomes de fer puissent augmenter leur distance les uns des autres et permettre au carbone de changer de position, comme des portes qui s'ouvrent, autrement dit. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette décohésion des atomes de fer, ce changement de position qui a permis à l'atome de carbone de changer de position dans le réseau? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les atomes constituant un métal sont soumis à une vibration appelée agitation thermique. Donc, c'est bien beau, là, si je vous montre, si vous regardez l'image à gauche, l'empilement d'atomes de fer en cubique à face centrée, ben, c'est une image que je vous montre. Vous voyez que si vous regardez les boules, les atomes, elles ne bougent pas. Donc, elles sont immobiles. Mais ça, c'est pas fidèle à la réalité. En réalité, les atomes sont en mouvement. Ils sont en oscillation. Ils sont en mouvement oscillatoire. Ils oscillent autour de leur point d'équilibre. Ils ne sont pas immobiles. Donc, vous voyez ici l'image, elle montre justement une oscillation. Donc, vous voyez là, le cercle qui est en caractère gras au centre de l'image correspond à la position centrale d'équilibre. Mais constamment, l'atome va vibrer dans toutes les directions à une très grande fréquence autour de son point d'équilibre. Et vous voyez à quelle amplitude de vibration que ça peut vibrer. Vous voyez la longueur de la flèche là, par rapport à la taille de l'atome. Mais ça peut quand même être une amplitude de vibration très importante. Et cette oscillation-là, elle est extrêmement rapide. Donc, pour les atomes de fer, là, à haute température, là, ça peut atteindre 10 à la 13 Hz. Autrement dit, l'atome va osciller, donc il va faire un seul mouvement oscillatoire. Il va faire 10 à la 13, donc 10, 1 avec 13 zéros en arrière. C'est plusieurs milliards de milliards de vibrations, d'oscillations à la seconde. Un Hertz, c'est un cycle par seconde ou un nombre d'événements par seconde. Ici, l'événement, c'est quoi? C'est l'atome qui oscille, c'est-à-dire que l'atome, il va un peu plus haut, ensuite, il va un peu plus bas, puis il revient à sa position. Ça, c'est un cycle. Mais ça, il est capable de le faire des milliards et des milliards de fois en une seule seconde. Donc, c'est difficile pour notre esprit de conceptualiser ce phénomène-là, mais c'est exactement ça, comme ça que ça se passe. Donc, ce mouvement oscillatoire-là des atomes, ça constitue ce qu'on appelle l'agitation thermique. Et en réalité, même vous, vos atomes de votre peau, ils sont présentement en oscillation très intense. Même que l'oscillation, c'est une manifestation de la température, c'est-à-dire est une manifestation de l'oscillation. Donc, par exemple, si vous touchez quelque chose, vous êtes en mesure d'à peu près avec votre doigt d'évaluer la température d'un objet. Mettons, si vous sortez un objet d'un congélateur, vous êtes en mesure avec vos doigts de sentir qu'il est froid. À l'inverse, si vous sortez quelque chose du four qui est chaud, ben là, vous allez être capable de percevoir que c'est différent là, au niveau des sensations. Là, au niveau de votre doigt, de votre cerveau, là, vous allez sentir que c'est chaud. Ben, ce qui permet aux terminaisons nerveuses à la surface de votre peau de réagir et d'envoyer l'information à votre cerveau, c'est le mouvement oscillatoire des atomes de l'objet que vous touchez. Et plus les atomes oscillent à une fréquence élevée et à une amplitude grande, plus ils vont transmettre de l'énergie et ça peut même endommager votre peau. Donc, autrement dit, ça va brûler votre peau. Si vous touchez à quelque chose de très chaud, ça veut dire que le mouvement oscillatoire des atomes est assez intense et d'une amplitude assez importante pour créer des dommages à votre peau.
Est-ce que les atomes peuvent être complètement immobiles, ne pas osciller du tout? Ben oui, ça correspond au zéro absolu. Donc une température de moins 273 degrés C. Donc, lorsqu'un objet, sa température lorsque sa température est portée à moins 273 degrés C, on vient d'immobiliser complètement l'atome. Et là, il est immobile, comme sur l'image que je vous montre ici. Ça, c'est moins 273 degrés C. Et on ne peut pas être plus froid que ça. Il n'y a pas de zone plus froide dans l'univers que moins 273 degrés C. Parce que d'un coup que tu es immobile, tu ne peux pas être plus immobile que déjà immobile. Donc, il y a une limite. Donc, quand vous entendez des expressions comme moins 1000 degrés C ou moins 500 degrés C, c'est impossible. C'est moins 273. Par contre, à l'inverse, dans l'univers, il y a des endroits où il se fait très très chaud. Donc, on n'a pas réussi à mesurer, on n'a pas encore d'idée des limites de température que des atomes peuvent atteindre. Peut-être qu'il y a des centres d'étoiles où il fait extrêmement, qui représentent les températures les plus élevées dans l'univers, mais on ne sait pas, on n'a pas eu l'opportunité d'en mesurer la limite encore. Mécanisme de diffusion du carbone maintenant. Je vais juste regarder le temps où j'en suis rendu pour pas dépasser le temps que j'estime suffisant. Justement, je pense que je vais m'arrêter là à 56e minute. Donc, je vais poursuivre avec une troisième capsule avec le mécanisme de diffusion du carbone.